Bonsoir à tous, merci de votre confiance sans cesse renouvelée à l'édition d'information du soir. Au sommaire de ce journal, la grogne au niveau du ministère, au niveau de la primature, les syndicats, notamment le bloc syndical de la première seconde, ne lâche rien. Ce matin, les syndicalistes ont fait pression au Premier ministre afin de prendre à bras le corps les revendications qui sont les leurs. Vous aurez au cours de cette édition d'information les détails de cet élément. Mais nous demeurons ce journal avec ce point de presse tenu aujourd'hui par le syndicat national des commerçants du Gabon, Sinakoga. Au cours de ce point de presse, le syndicat a décidé de se conformer à la décision ministérielle du 26 février dernier portant retrait des sachets d'eau sur le marché. Un reportage de Sabrina Pendikunda. C'est en présence du secrétaire général du Sinakoga, syndicat autonome des commerçants du Gabon, et des membres du dit syndicat venus nombreux, que s'est tenu un point de presse du côté de la Confédération syndicale gabonaise. Suite à la décision ministérielle du 26 février portant sur le retrait des sachets d'eau sur le marché, ces hommes et ces femmes présents ont pendant plus d'une heure échangé sur la question. L'occasion a été pour Jonas Mouniengue, secrétaire général du Sinakoga, de rappeler l'ordre du jour. Nous avons convoqué cette conférence de presse juste pour échanger et expliquer à l'opinion nationale que face à la problématique du retrait des sachets, à la vente des sachets d'eau, nous avons, dans un passé récent, interpellé la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Il est question aujourd'hui pour nous, pour nos membres, de tenir compte de ces recommandations, aller dans le laboratoire pour analyser l'eau, le contenu du sachet, le sachet lui-même. Et c'est au sortir de cette analyse que la Direction générale de la concurrence et de la consommation pourra donner des autorisations. Le retrait des sachets d'eau sur le marché étant aujourd'hui une question touchante pour les commerçants, Germaine, cette jeune femme, n'a pas manqué de s'exprimer. Physiquement, ça nous dérange, moralement, ça nous dérange du fait que aujourd'hui même... Si on se met dehors, on sort, il faudrait qu'on s'arrange déjà à avoir un 600 francs à main pour pouvoir payer une bouteille d'eau en ça. Mais nous, les démunis, on n'a pas ces moyens ou bien cette capacité d'en posséder 600 francs sur eux. Par contre, avec les sachets de 50 francs, ça faisait 50 centilitres, ça nous aidait beaucoup. Parce qu'avec 50 centilitres, ça nous permettait de trancher notre soif. Se conformer à la décision prise par le ministre de l'économie le 26 février dernier, telle est désormais la conduite à tenir de ces commerçants. Ce point de presse est donc tenu au sein de la Confédération syndicale gabonaise Koursiga. Nous restons toujours en milieu syndical, cette fois-ci avec le ministère des Mines, où plusieurs mois de préavis de grève se sont déjà écoulés et par conséquent, le syndicat des professionnels des mines et l'ensemble du personnel de ce département ministériel ont donc décidé de paralyser les activités. Le point avec Ephraim Bioredzo et Yvon Bertrand Koumile-Kandoumba. Après l'expiration d'un préavis de grève qui aura duré plusieurs mois, et face au mutisme observé par la tutelle, ce malgré moult requêtes introduites par le syndicat des professionnels des mines, ces agents n'ont pas eu d'autre recours que de stopper toute activité liée à leur milieu professionnel jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise lors d'une assemblée générale tenue dans les locaux de l'immeuble du 2 décembre. Selon une source digne de foi, l'actuel secrétaire général de ce ministère constitue en effet un obstacle de taille pour les agents, non seulement dans l'accomplissement de leurs tâches régaliennes, mais aussi dans l'obtention de plusieurs de leurs avantages qui sont aujourd'hui confisqués. Il s'agit d'une régie de recettes signée, mise disponible par M. le ministre auprès du secrétaire général, et qu'en pleine assemblée, c'est là où on apprend qu'en fait, vous vous fâchez pour rien, la régie est signée. Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes juste après la régie. Il faut mettre en place, il faut un comptable. Il faut ouvrir des comptes et pour enfin aller à la caisse. Si cette régie est signée et qu'elle est confisquée dans un bureau 2 mois, 3 mois plus tard, c'est qu'il y a un problème. Il faut que cette régie soit... Voilà une des incohérences. Deuxième incohérence. On a demandé à aller sur le terrain. Monsieur le ministre a dit qu'il va faire une délégation de signature. Il va proposer à ce qu'on aille sur le terrain. Il va demander à ce que la direction générale booste notre activité. Monsieur le ministre l'a dit. Il a proposé, j'ai organisé toute une assemblée générale pour ça. Pour dire on a la chance d'avoir un ministre. Tenons le bout. Mais à notre étonnement, rien. Il a fallu qu'on lance ce mouvement pour que le ministre, quand il rencontre le personnel, réitère qu'il a déjà, lui, signé
sa délégation de pouvoir. Et que les directions générales, le personnel, n'est pas au courant. Mais sur la même personne qui n'a pas fait large diffusion. S'il n'y a pas large écho, il ne peut pas avoir d'activité, personne ne peut aller sur le terrain parce qu'on attend que les chefs aient l'autorisation de nous booster. Aujourd'hui, des agents sont confinés à longueur de journée dans les bureaux alors qu'ils se doivent de faire leurs preuves sur le terrain. Mieux encore, une note circulaire prise par le ministre en charge de ces départements ministériels, laquelle a pour but de pouvoir faire bénéficier ces agents de certains avantages, a curieusement disparu du circuit habituel des grèves qui sont à l'origine du tollé actuel. Le premier point, c'est la régie de recettes. La loi de la fonction publique demande à ce que les ministères producteurs aient des subventions, des primes en quelque sorte. Il faut créer une régie pour que tout ce qu'on fait comme effort soit compensé, même infiniment soit-il, mais compensé. Nous demandons une régie de recettes depuis 2012. Beaucoup de parades sont passées, la PIP, après c'est pas la PIP, ça va se faire jusqu'à aujourd'hui. On demande la régie de recettes. On demande la régie de recettes. Deuxième chose, nous voulons aujourd'hui, après toutes les incohérences que vous avez écoutées, nous demandons, et là de pied ferme, et nous, j'ai envie de dire, de ce que dit l'Assemblée générale, nous demandons le soutien même des plus hautes autorités à ce que le secrétaire général de notre ministère nous libère. Nous demandons d'aller sur le terrain. C'est incroyable ce que je dis. Nous demandons d'aller sur le terrain. Nous sommes des géologues sur le terrain. Dans notre forêt, il y a des sociétés minières qui exercent librement sans la présence du ministère des Mines. Nous sommes formés pour ça. Aller dans les forêts, retrouver ces gars, regarder comment est-ce qu'ils travaillent, comment on peut laisser des sociétés travailler librement l'or de d'autres pays, alors qu'il n'y a pas longtemps, l'or a été décrété substance stratégique. Voilà ce qui nous choque. Ça ne ressemble pas à ce que souvent les syndicats demandent. Mais c'est incroyable qu'on demande que notre administration essaye de se réveiller. Ces agents qui sont plus que jamais déterminés n'envisagent pas reculer sans qu'au préalable, les solutions ne soient trouvées face au contenu de leur cahier de charges. Nous restons toujours en milieu syndical et la grogne des syndicats dans le périmètre de la primature ne faiblit pas. D'un côté, les agents du ministère des Mines et de l'autre côté, le bloc syndical de la première seconde. Les deux syndicats exercent une pression sur la primature afin qu'ils prennent à bras le corps les revendications qui sont les leurs. Reportage. L'ambiance est syndico-carnavalesque dans le périmètre des services du Premier ministre. À l'extrême gauche, les agents du ministère des Mines haussent le ton. Dans l'enceinte de l'hémicycle, ils sont au rythme et au son des vuvuzelas en faisant le tour du bâtiment. À un jeu de pierre de là, à l'extrême droite, c'est le bloc syndical de la première seconde qui ne digère plus le silence que lui réserve le numéro 2 de l'exécutif gabonais, le Premier ministre. À l'entrée principale, les syndicalistes sont à la fois au piquet de grève et à l'Assemblée générale. Bloc syndical de la première seconde. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour donner suite justement aux 2 semaines que nous avons accordées à la primature. Parce que nous avons été reçus par les cabinets, par les services du Premier ministre. Et donc nous avons dit que nous vous accordons 2 semaines pour voir si le Premier ministre pourrait recevoir les responsables du bloc syndical de première seconde. Maintenant nous sommes là et c'est mardi aujourd'hui. Alors nous allons tous décider ensemble de la suite à donner par rapport à notre rassemblement ici. Les uns et les autres vont prendre la parole sur le défi pour justement amener les gens à prendre la décision qu'il faut. Merci.
Cette communication fut très brève. La décision de tenir l'Assemblée générale dans les locaux même du Premier ministre a été courageusement prise, ce qui fut fait. Allô, allô. Je sens de la peur en vous. Aujourd'hui. Mais alors? Mais tu es où? Si vous avez peur, dites que vous avez peur, et puis vous retournez chez vous. On a peur. Mais l'intrusion a été de courte durée. Elle fera face à l'opposition farouche des agents de sécurité en poste à l'entrée principale, alors que d'autres à l'extérieur veillent au grain. À peine débutée, l'Assemblée générale a été stoppée net par la présence du ministre de la Défense. Le préavis de grève qui sont largement dépassés. Parce que nous sommes aujourd'hui. Moment choisi par les syndicalistes sans calcul préalable, mais ne se doutant pas de la présence de l'équipe gouvernementale en réunion autour de son chef. C'est à la sortie du ministre de la Défense, Etienne Massar Kabinda Makaga, qui a dévoilé cette réunion d'urgence. Il s'entretiendra avec la bande à Pierre Mitsa et Aminata Oundo afin de comprendre leurs préoccupations. Après ce bref échange, le ministre de la Défense a demandé aux syndicalistes de rédiger séance tenante un courrier contenant toutes les revendications, courrier auquel sera joint certains documents du syndicat qui lui ont été transmis afin qu'ils le soumettent à l'attention particulière de qui de droit. Et le courrier a donc été remis au destinataire. René Mbabé, l'un des porte-parole du bloc syndical de la première seconde, s'est longuement expliqué à notre micro sur l'Assemblée générale tenue ce matin dans les locaux de la primature et les échanges que le bloc syndical a eus avec le ministre de la Défense. Nous l'écoutons. À la personne que le ministre de la Défense a désigné. Bon, il nous posait la question de savoir, il fait comment, est-ce qu'il garde là ou bien, parce que là, à ce moment, ils sont sur un volet, selon ses indiscrétions. Est-ce qu'on a dit non? Puisque lui, il attend ça maintenant. Donc, il faut donner, c'est pourquoi vous l'avez vu. Donc, on est toujours là, oui. On est au piquet. Nous avons voulu tenir cette assemblée générale ce mardi parce que depuis un certain temps, nous avions entrepris un certain nombre d'actions à l'endroit de M. le Premier ministre du gouvernement. Nous sommes des partenaires sociaux de différents départements ministériels. Et nous avions déposé une demande d'audience auprès du Premier ministre pour lui soumettre un certain nombre de problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Malheureusement, jusqu'à nos jours, la demande d'audience est restée sans suite. Nous sommes venus, nous avons déposé un préavis de grève. Le préavis de grève, c'était depuis le 8 janvier. Le préavis de grève courait 8 jours. Malheureusement, à la fin du préavis de grève, nous n'avons toujours pas été reçus. C'est pourquoi nous avons décidé de venir faire observer un piquet de grève à la primature pour que le Premier ministre nous reçoive. Qu'il nous reçoive afin que nous prenions langue avec lui pour lui poser tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et trouver ensemble avec le gouvernement en tant que partenaire des solutions pour le bon fonctionnement de notre administration. Et depuis la semaine passée, nous avions donné au cabinet militaire de la primature qui nous avait reçus 10 jours. 10 jours et 10 jours après, nous allons organiser une assemblée générale. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et au cours de cette assemblée générale, le ministre en charge de la Défense nous a entretenus et nous a demandé un certain nombre de choses. Compte tenu du respect que nous avons pour notre administration, nous avons accordé l'ensemble syndicats qui sont regroupés autour du bloc, accordent au gouvernement
parce que nous respectons le ministre du Travail, parce que nous respectons notre administration, nous respectons plutôt le ministre en charge de la Défense, nous leur accordons encore une semaine. Donc nous allons partir tout de suite de la primature et nous allons revenir le mardi prochain à la primature. Donc vous voyez combien de fois nous, partenaires sociaux du bloc syndical, nous sommes jusque-là dans le respect de notre administration. Nous parlons à présent de politique et dans le cas des prochaines élections législatives. Des cadres de l'Union du peuple gabonais UPG ont officiellement lancé le courant politique dénommé les Mambundouistes, lequel courant politique est axé sur les valeurs et l'héritage du défunt président fondateur du parti, Pierre Mambundou, décédé il y a quelques années. De quoi fragiliser les chances du parti lors des prochaines échéances électorales. Pierre Parfait Mbadikombre. Décidément, l'Union du peuple gabonais UPG a du mal à faire consensus depuis le décès de son président fondateur Pierre Mambundou. Alors que l'on croyait le clash Mbumba Nziengi, Bruno Benmoubamba et Mukani Iwangu enterrés, le 17 février 2018, au sein même de l'UPG, un nouveau courant se crée. Dénommé les Mambundouistes, il est présidé par Guy Constant Titus Kumba, secrétaire politique chargé de la justice et soutenu par d'autres cadres du parti, à l'instar de l'ex-ministre délégué à la culture Jean-Olivier Kumban Bumba. Des cadres de l'Union du peuple gabonais ont créé à l'intérieur de l'Union du peuple gabonais un courant appelé les Mambundouistes. Oui. C'est le principal message. Il s'agit pour nous, les Mambundouistes, à revenir à nos fondamentaux. Les fondamentaux de l'Union du peuple gabonais qui ont toujours fait de l'Union du peuple gabonais un parti crédible. Un parti que tout le monde a reconnu comme étant très représentatif sur l'échiquier politique national. Non, c'est après avoir fait un certain nombre de constats et tous les Gabonais auront constaté que depuis le décès du président fondateur Pierre Mambundou, l'action du parti piétine. Et nous avons estimé qu'avec ce courant que nous mettons en place, on va essayer de faire bouger les lignes. Puisqu'il faut le dire, aujourd'hui, le débat n'est plus celui-là à l'intérieur de l'UPG pour faire avancer les choses. On assiste à des clivages à l'intérieur même de la structure dirigeante du parti. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et la parole, justement, n'est plus autorisée à ceux-là qu'on pense qu'ils ne sont pas avec le président actuel du parti. Ce qui est tout à fait dommage. En dépit de tous les griefs à l'encontre du président, les Mambundouistes présentent Mathieu Mbumba Nziengi comme l'unique chef de l'UPG. Toutefois, les responsables de ce nouveau courant ont dit être presque sûrs que leur sortie ne fera pas plaisir à certains qui ont fait la régression leur arme favorite pour réduire les militants au silence. Question à deux sous, ce nouveau courant ne viendra-t-il pas fragiliser les chances de l'UPG lors des prochaines élections législatives? Raymond Placide Ndomeyo, ministre délégué aux Affaires étrangères, poursuit sa caravane d'explications sur ce qu'il entend de la fonction de ministre. Il s'est entretenu avec les populations de l'Alala Dakar et les échanges ont duré 2 heures. Ephraim Biogedzo, Mouskouni Ngonumba. Moins jeunes adultes de l'Alala Dakar, au lieu du Carrefour Manguier, tous convergent vers un idéal commun. C'est cette forte impression qui se dégage après un bref entretien entre les populations de ce quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville et l'actuel ministre délégué aux Affaires étrangères, Raymond Placide Ndomeyo, qui depuis près d'un trimestre sillonne les artères et recoins de cette partie de la ville en vue de tisser les liens d'amitié avec ces populations et renforcer davantage la solidarité entre l'ensemble de ses fils, laquelle a très souvent caractérisé au quotidien la vie de ces populations. L'Alala a tout. Des jeunes, des femmes, des hommes âgés. Nous avons tout. Mais nous ne nous retrouvons pas pour discuter de grandes choses. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et les gens sont souvent contre celui qui réussit. Et on appelle ça ici dans notre quartier Ngbalbefam. Ça veut dire un genre de sorcellerie où l'on ne veut pas que les choses évoluent, que les autres évoluent. On préfère que tout le monde échoue. Il faut que ça change puisque nous en sommes tous conscients, puisque nous en parlons tous les jours. Je suis venu ici
en ami, en frère. J'ai voulu que nous parlions un peu de ça. J'ai voulu que, puisque nous savons tous qu'à un moment précis, comme à partir de maintenant, nous puissions nous dire, ne faisons plus les choses comme avant. Il ne faut pas que la politique nous divise. La solidarité des peuples, celle qui caractérise les grandes nations, ne devrait pas être un vain mot pour non seulement les fils de cette partie de la ville, mais aussi pour ceux qui sont de passage, des valeurs qui, en somme, peuvent se redéfinir comme un carnet de route que tout un chacun devrait s'approprier. Vous voyez, depuis que je vous reçois, j'ai été maire ici. Et je suis toujours ici. Je n'ai jamais reçu quelqu'un en fonction de son parti. J'ai toujours reçu tout le monde. J'ai toujours considéré également les personnes comme des frères, quel que soit votre parti, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion. Vous me connaissez tous ici depuis longtemps. Je n'ai jamais insulté quelqu'un ici. Je n'ai jamais chassé qui que ce soit de chez moi. J'ai toujours été attentif. J'ai toujours tenté d'être avenant, autant que possible, avec tout le monde. Nous devons éviter le désordre. Il ne faut pas que la politique nous divise. Puisque nous savons tous ce que nous voulons. Puisque nous savons tous les mêmes mots. Puisque nous avons tous les mêmes liens de parenté. Puisque nous savons tous, je crois, où nous voulons aller. C'est-à-dire vers le bien-être, vers le bonheur, vers la belle vie. Pourquoi alors nous battre à chaque fois? Il faut qu'on s'asseye, quelles que soient nos origines, pour que nous puissions discuter de grandes choses. Un dialogue nourri d'une franchise indescriptible devrait servir de catalyseur pour que les problèmes de fond soient débattus et solutionnés par pied de droit. Faites-moi dire des choses intelligibles, faites-moi dire des choses qui font avancer le quartier, qui font avancer le pays. Je peux me tromper, je peux ignorer. Je peux savoir tout ce qui se passe devant cette cour, mais je ne peux pas savoir ce qui se passe derrière la cuisine. Il n'y a que vous qui pouvez me dire, attention, monsieur le ministre, voici ce qui se passe derrière nos cuisines. Et moi, une fois je le sais, je vais en parler au gouvernement, je vais en parler au président de la République. Parce que le président de la République ne peut pas être partout en même temps. Le chef du gouvernement ne peut pas être partout en même temps. Il faut bien que quelqu'un puisse leur dire, il y a ceci ou cela. Il faut bien que les décisions qui sont prises soient relayées et expliquées. C'était Raymond Domeyo, ministre délégué aux Affaires étrangères, dans la caravane d'explication de la fonction de ministre. Rien à voir avec ce qui précède. Nous parlons à présent de religion et après le succès fulgurant de la grande nuit du retour à l'envoyeur initié sous le thème invasion totale par le Centre mondial Shekinah, le ministère du combat spirituel situé dans la commune d'Ovendo a accueilli le dimanche 11 mars 2018 ses fidèles pour le culte dominical. Le point de cette rencontre avec le révérend Dr Louis Badinga, leader du Centre mondial Shekinah, dans ce reportage signé Pierre Parfait Mbadikoum. Une satisfaction totale dans la mesure où le Seigneur nous a à nouveau honorés par sa fidélité sans cesse dans le fait pour lui d'avoir rassemblé les troupes, ses troupes à lui, afin qu'ensemble, main dans les mains, nous puissions nous tenir pour prier pour le Gabon. Vous avez vu ce qui s'est passé, nous nous en réjouissons et d'ailleurs c'est pourquoi nous profitons à lui rendre toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange dans le nom de Jésus. Un programme chargé, hyper chargé. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Je crois que nous pouvons déjà annoncer l'invasion prophétique acte 2. Où que vous soyez, qui que vous soyez, toute la semaine, dès 18 h, soyez massivement rassemblés du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah. Nous avons le privilège d'avoir dans nos murs le prophète Fernand Yodé, celui qu'on appelle affectueusement le voyant. Et je crois que des grandes choses sont en train de se passer et se passeront davantage. En ce qui concerne notre quartier général, lieu dans lequel se déroulera tout cela, dans la commune d'Ovendo, derrière le CHU, 3e entrée à droite, juste après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Où que vous êtes, qui que vous soyez, ces temps sont gratuits, sont libres. Nous vous encourageons à venir massivement parce qu'il y a certainement un dépôt, il y a un lot pour vous. Dieu fera quelque chose pour vous. Qui que vous soyez, je dis bien, et quelles que soient les situations qui prévalent, Jésus-Christ Nazareth est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour parler, pour pourvoir, pour guérir, pour faire des miracles.
et amenez votre famille avec vous. Venez aussi tel que vous pouvez l'être. Quelque chose se passera dans le nom de Jésus. C'était le point de culte dominical du 11 mars 2018 au Centre mondial Shekinah par le leader de ce centre. Il s'agit du révérend Dr Louis Badingar. L'actualité hors de nos frontières à présent nous conduira au Maroc et aux États-Unis d'Amérique. D'abord au Maroc, le taux de chômeurs ne cesse de croître. En cause de ce taux élevé, l'inadaptation de l'enseignement marocain au marché du travail, et on note l'arrivée sur ce marché du travail de près de 130 000 diplômés supplémentaires. Un reportage de nos confrères de la presse internationale. Au Maroc, plus de 40% des jeunes en milieu urbain sont au chômage. Chaque jour, les candidats poussent les portes des agences pour l'emploi. En cause, selon les observateurs, un enseignement inadapté au marché du travail. Mais au Maroc, c'est un problème de formation professionnelle. On a des jeunes qui savent rien faire, qui sortent de l'université ou qui sortent de l'école. On a du décrochage scolaire, on a un vrai problème de réforme de l'enseignement secondaire et supérieur qui devient une urgence, et le problème des tensions sociales peut s'opposer. L'économie marocaine peine en effet à absorber chaque année les 130 000 diplômés supplémentaires arrivant sur le marché du travail. Ce sont les points de vigilance à prendre. Dans les ateliers de recherche d'emploi organisés par l'ANAPEC, le niveau d'études est élevé. Des licenciés, des ingénieurs et même des diplômes acquis à l'étranger. Ça me met un peu mal à l'aise par rapport au marché marocain parce qu'il y a beaucoup à changer et à développer. Et c'est dommage pour les recruteurs qui ne sont même pas au courant de l'existence de ces profils. Faute de ressources, certains se résignent à accepter les contrats d'insertion de l'ANAPEC payés au SMIC, l'équivalent de 250 €. J'ai pas trouvé un boulot. Alors je suis obligée d'accepter. Alors j'ai qu'une offre, alors je l'accepte. Pour doper le marché du travail, le Maroc vante régulièrement les mérites de l'entrepreneuriat comme solution au chômage des jeunes diplômés. Mais pour Ismaïl Hassini, coach en entreprise, l'équation n'est pas si simple. Pensez à l'entrepreneuriat comme une solution directe. Vous n'arrivez pas à trouver d'emploi, créer une entreprise, c'est très réducteur et ça ne marche pas. Parce qu'une personne qui ne peut pas trouver un emploi ou une personne qui est dans un environnement où il n'y a pas d'opportunité d'emploi, c'est trop de lui demander de devenir employeur. Le roi du Maroc a récemment déclaré que le modèle de développement du pays ne profitait pas à la jeunesse, soit plus d'un tiers de la population. Toujours hors de nos frontières, les États-Unis ont déposé lundi au Conseil des Nations Unies, au 23e jour de l'assaut ravageur sur la Ghouta, d'une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu immédiat en dénonçant l'attitude de Moscou et de Damas qui ne donnent pas de réelles intentions d'imposer une trêve. Reportage. Les mêmes images depuis plus de 3 semaines. Les bombes du régime syrien continuent de s'abattre sur la Ghouta orientale. À chaque accalmie, les habitants tentent une sortie des abris où ils sont terrés. Ici à Douma, la plus grande ville de la région, ils errent à la recherche de nourriture. Les ONG parlent d'une situation catastrophique. Le secrétaire général de l'ONU continue de réclamer un accès humanitaire immédiat et appelle tous les États à respecter la trêve exigée il y a 15 jours par le Conseil de sécurité. Il devrait être possible de mettre fin aux hostilités. Il devrait être possible d'acheminer de l'aide, d'évacuer les malades et les blessés. Il devrait être possible de lever le siège. Nous ne pouvons pas abandonner pour le bien du peuple syrien. La France a, elle, demandé à Moscou de faire arrêter le bain de sang par la voix de son ambassadeur à l'ONU. Les États-Unis ont déposé une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Ils dénoncent l'attitude de Moscou et de Damas et menacent le régime syrien. Nous mettons en garde toute nation déterminée à imposer sa volonté par des attaques chimiques et des souffrances humaines, en particulier le régime syrien. Les États-Unis restent prêts à agir si nous le devons. Des menaces restées jusqu'ici sans effet. En moins d'1 mois, le régime syrien a réussi à reprendre 60% de l'enclave rebelle. Une offensive qui a fait près de 1200 morts, dont près de 250 enfants. Nous parlons à présent de sport, notamment l'élection à la Fédération gabonaise de football au 31 mars prochain. L'un des candidats à cette élection, Jérôme Efonzolo, s'est entretenu avec notre rédaction sportive. Entretien réalisé par Ulrich Simaila. La perception, elle est simple.
c'était important. Ce congrès était très important pour tout le monde, parce que l'issue, tout le monde attendait évidemment l'issue de ce congrès. Évidemment, comme vous l'avez si bien dit, c'était de voir si on a l'élection le 31 mars ou pas. Ils ont fait vraiment les choses en pensant au pays. J'insiste toujours en disant en pensant au pays. En pensant au pays, pourquoi? En pensant au pays parce que nous sommes dans une situation où on n'a plus assez de temps à perdre pour faire avancer notre football. Je pense que quand l'instance suprême prend ce genre de décision, tout ce que nous, moi en tant que candidat, nous pourrons faire, c'est tout simplement s'aligner à cette décision. C'est très très important. Si je conteste cette décision, ça veut dire que je m'aligne aussi un peu en faux. Il est temps qu'on prenne les choses en main pour que ce football redémarre. Et la décision de ce week-end dernier était très très importante pour le futur de notre football. Je fais la genèse avant d'arriver aux différentes contestations. La genèse, c'est de se dire qu'il y a eu un congrès au mois d'octobre. La logique voudrait qu'avant chaque congrès, tous les congressistes reçoivent l'ordre du jour de ce congrès, que ce soit 45 ou 30 jours avant. Ça veut dire quoi? On permet à ces congressistes d'amender l'ordre du jour. Après amendement, ils renvoient ça à la fédération et en ce moment-là, on établit l'ordre du jour définitif du congrès. Est-ce que le point à l'élection du 31 mars était sur cet ordre du jour? Les congressistes nous le diront. Et je pense que, comme vous l'avez si bien dit, certains contestent certains articles. Ces personnes, si elles-mêmes n'y étaient pas, ces personnes étaient représentées pendant ce congrès. Alors, si les congressistes ne l'ont pas fait, donc si on ne relève pas le problème pendant le congrès, et qu'on va attendre 2 mois après pour dire on ne l'a pas fait, et c'est là où moi je reviens sur votre question en disant que qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se cachait derrière quand ces personnes-là, je dis bien quand ces personnes-là, je ne dis pas qu'ils ont fait exprès, mais tous les congressistes ont bugué tous en même temps, et un problème quelque part. Avant chaque début de compétition, telle que la Coupe du Monde, il y a l'élection du président de la FIFA. Je ne souhaite pas que le Gabon soit en marge de ça. Il n'est pas question ici de Jérôme Effonso. Il est question de l'avenir footballistique de mon pays. Alors, certains parlent de la normalisation. Il y a 5 ans ici, il y avait une normalisation. Qu'est-ce qu'on veut qu'on normalise aujourd'hui? La FIFA est déjà arrivée à 5 ans pour arrimer les textes du football, des statuts du football gabonais à la FIFA, au texte de la FIFA. Aujourd'hui, on parle des articles. Est-ce que ce sont ces articles-là qu'on doit normer? C'est la question qu'on se pose, moi, que je me pose aujourd'hui. Et là encore, est-ce que les articles que les gens contestent aujourd'hui, qui ont été violés, il faut dire les choses clairement, qui ont été violés, est-ce que ces articles-là sont assez suffisants pour remettre en cause l'élection du 31 mars? Je ne vois pas. Moi, Jérôme Effonso le dit, je sortirai l'argent de ma poche pour faire tourner le football gabonais pendant 4 ans. Cet entretien entre Ulrich Simela de la rédaction sportive de TVS et Jérôme Effonso, candidat à l'élection du président de la Fédération gabonaise de football du 31 mars prochain, met ainsi un terme à cette édition d'information de la soirée. Merci d'avoir été de nôtre, tout le plaisir de l'avoir présenté. Comptant vous retrouver demain à la même heure, s'il plaît à Dieu le Très-Haut.